Le bagne. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, vu ou lu des histoires de bagnards célèbres, telles que Francis Vidocq, adapté par Claude Brasseur dans la série télévisée des années 70, ou Vincent Cassel dans L'Empereur de Paris, un film de 2018. Le bagnard Jean Valjean, interprété par Jean Gabin ou Gérard Depardieu pour ne citer que les plus connus, et enfin, non pas des moindres, le très célèbre Papillon, un film de 1976 avec Steve McQueen et dernièrement en 2017 avec Charlie Hunnam. Si vous connaissez toutes ces romances, eh bien, vous n'avez plus qu'à les jeter à la poubelle, car aujourd'hui, on ne va pas parler de ça du tout. Non, nous allons parler des femmes au bagne. Des femmes? Eh bien oui, il y en a eu. Et ces histoires sont beaucoup moins célèbres et pour cause, beaucoup plus tragiques. Et ce ne sont pas les dirigeants du monde patriarcat actuel qui vont se donner à cœur de traduire dans les livres d'histoire les tragiques malheurs justement de ces femmes. Restez avec nous, c'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Mais alors qui? Pourquoi? Et surtout, dans quel but? Beaucoup d'interrogations auxquelles je vais essayer de répondre ce soir. Et je dis bien essayer, car au niveau des informations et des recherches d'archives, cela est colossal. Et comme tout organisme public pénitentiaire, eh bien, tout est soigneusement et méticuleusement répertorié dans d'énormes dossiers et des fiches de consultation web à n'en plus finir. Donc, il y a beaucoup d'informations et surtout, il y a beaucoup de choses intéressantes à traiter. Il y avait deux grands bagnes coloniaux français, le plus célèbre étant celui de Guyenne, en Guyane française, et l'autre moins connu et pourtant réel, étant basé sur les îles de la Nouvelle-Calédonie, sur l'île de Nou pour les forçats et sur l'île de Ducos pour les transportations et l'île de Pin pour les relégués. C'est en fouillant dans les archives que nous allons trouver nos informations sur les fameuses bagnardes, et sur une période colossale, car cela se situe entre le Second Empire, la Troisième République et la Quatrième République, c'est-à-dire presque 100 ans d'histoire. Alors, je ne vais pas vous refaire le chapitre en entier, je laisse le soin à vos professeurs d'histoire géo, pour ceux qui sont encore au niveau d'études, de développer ce sujet, mais on va faire un peu d'histoire. C'est la loi du 30 mai 1854 qui institua les bagnes coloniaux et décidait de l'envoi à Cayenne de tout condamné aux travaux forcés, ainsi que les femmes, pour y être mariées aux bagnards et participer ainsi au peuplement de la colonie. La loi, toujours dans le même souci de colonisation, instaurait le système du doublage, c'est-à-dire l'obligation de rester sur la colonie à la fin de la condamnation pour un temps égal à celui des travaux forcés ou à perpétuité, pour une peine de plus de 8 ans. Ce doublage s'accompagnait de l'attribution de lopins de terre et de concessions. On l'appelait la loi sur la transportation. La pire des lois fut, pour l'histoire des bagnes de Cayenne, celle dite de la relégation du 27 mai 1885. Une des lois les plus scélérates de la Troisième République. Elle décidait l'envoi à Cayenne des récidivistes, des coupables de petits délits, qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de 10 ans, auront encouru 2 condamnations à l'emprisonnement. C'était pour se débarrasser, pour la métropole, des gens sans aveu, sans logis, des petits voleurs, des paumés sans domicile fixe, et tout cela bien sûr sans distinction de sexe. Alors justement, dans quel but? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit pendant la voix off, dans un premier temps, de virer un peu tous les nuisibles des services de métropole, mais aussi tout simplement d'aller conquérir et de créer une nouvelle colonie au sein de cette Guyane française. Et notamment pour les femmes, elles avaient donc le choix de rester dans leur univers carcéral ou bien l'exil en Guyane. La loi sur la transportation prévoyait ainsi, dans son article 4, que les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux colonies. Cette mesure visait essentiellement
à permettre l'union de forçats afin de favoriser leur installation durable sur le sol de la colonie. C'est là que beaucoup d'entre vous auront compris, il s'agit d'un esclavage déguisé, et ce, mis en place par le gouvernement. Alors que nous sommes en 1852, l'esclavage a été aboli légalement depuis 1794. L'enjeu étant de permettre l'éclosion d'une colonie de peuplement susceptible de concourir à l'enrichissement de l'empire colonial français. Les conditions de vie là-bas sont dramatiques et le taux de mortalité vraiment très élevé. Sur plus de 21 000 transportés, en Guyane à cette époque, il n'y en aura plus que 7 000 quelques années plus tard. Le gouvernement, au vu de cela, décide de reculer un peu et favorise la Nouvelle-Calédonie pour le transport de ces détenus et ne réserve la Guyane qu'aux transportés coloniaux. Malgré ce précédent, le législateur décide à partir de 1887 d'envoyer à nouveau des femmes condamnées en Guyane, plus précisément des relégués, frappés par la loi sur la relégation du 27 mai 1885. Mais, à l'inverse de leurs homologues transportés, ces femmes n'ont pas eu le choix de décider de leur sort et devaient obligatoirement purger leur peine dans la colonie. C'est à partir de là que nous n'utiliserons plus le terme de bagnarde, mais celui de relégué. Peut-être est-ce grâce ou à cause de cela que les livres d'histoire et les médias n'exploitent pas ce filon. Mais là, on ne parle ni de sexisme, ni de misogynie. On parle de destin tragique au nom d'une loi. Imaginez-vous une telle chose possible? Forcément, non. On a déjà du mal à penser à l'horrible situation qu'ont vécu les hommes, alors des femmes au bagne, et pourtant, c'est ce que Odile Krakowicz essaie d'expliquer dans des archives inédites. C'est grâce à son ouvrage sur ces dites archives, Les femmes bagnardes, que l'on connaîtra l'enfer de ces femmes, leur catégorie de condamnés, transportés, relégués, déportés et réclusionnaires. Comme pour les transportés, les relégués sont expédiés en Guyane, essentiellement pour servir d'épouses aux relégués hommes et permettre leur installation durable sur le sol de la colonie. Mais ces femmes vont subir une peine que le législateur métropolitain n'avait pas prévue et essuyer un sort particulièrement tragique. Placées sous la tutelle de leur mari ou sous celle des sœurs de l'œuvre de Saint-Joseph de Cluny, elles demeurent des mineures qui ne peuvent pas disposer d'elles-mêmes. Le bagne pour les femmes fut pour le législateur une mesure exorbitante du droit commun, avec en plus encore une distinction censitaire. Pour ce qui est du terme censitaire, si la loi est la même pour tous les transportés ou les relégués, au sein même de leurs conditions de condamnés vient s'ajouter celle de leur rang, de leur pécule ou de leur note. Et oui, en effet, les mieux notés, donc celles avec le plus de moyens financiers ou tout simplement les meilleurs nés, avaient la possibilité d'avoir une maison individuelle, de la semi-liberté et même le fait de pouvoir trouver un travail. Quant aux autres, eh bien, la vie était beaucoup moins belle. Il n'est pas nécessaire de regarder un épisode de Black Mirror pas si lointain pour se rendre compte que le fait de noter des gens est devenu déjà monnaie courante à l'époque. Cette contrepartie se traduit dans les faits par un internement au sein d'un pénitencier, celui de Saint-Jean-du-Maroni, où les relégués collectives sont soumises à des travaux forcés. Pour rappel, les transportations étaient décidées par les cours d'assises pour les crimes majeurs, tandis que les relégations, elles, étaient pour le correctionnel et de petits délits. Les inégalités sont donc de plus en plus creusées, car des hauts criminels se retrouvaient avec des personnes ayant fait de petits délits. Bien que l'on sache que la justice n'est bien souvent qu'inégalité, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, nous étions rendus à un stade où le vol d'un simple morceau de pain était traité aussi sévèrement qu'un crime tel qu'un meurtre. Et ce n'est pas fini, car on sait, d'après Odile Krakowicz, que les femmes récidivistes, quel que soit le délit, c'est-à-dire simplement le fait de voler par exemple de la nourriture, pouvaient nous donner lieu à être une reléguée. Près de 519 femmes, coupables essentiellement de vol simple et condamnées à plus de 96% par des tribunaux correctionnels, rejoignent ainsi la Guyane de 1887 à 1904. Comme pour les hommes, elles peuvent être placées soit en relégation collective, soit en relégation individuelle. Il est clair qu'à cette époque, peu importe le délit encouru, la peine serait l'envoi au bagne pour ces femmes. Que les relégués individuels peuvent y être maintenus jusqu'à ce qu'elles aient trouvé un engagement de travail
ou à s'établir dans des conditions suffisantes de bon ordre et de moralité. C'est-à-dire, tout simplement, jusqu'à ce qu'un mari les réclame. Malheureusement, là où on pourrait penser que la place des relégués collectives habitant tous ensemble serait la même, eh bien en fait, ce n'est que peu souvent le cas. Le manque de précision dans le décret, demandant simplement un bon ordre et une bonne moralité, nous fait penser que pour les législateurs, il fallait tout simplement qu'elles trouvent un mari et un travail, ce qui n'arrivait pratiquement jamais. En Guyane, ce sont les sœurs de l'œuvre de Saint-Joseph de Cluny qui sont chargées de s'occuper des relégués dès juin 1887. C'est le début de la fin, comme on dit, car après la visite des sœurs, en mai 1889, on se rend compte que les bâtiments sont trop petits, les conditions de vie indécentes, et que rien n'est bien occupé. Là où on pense que ça ne pourrait être pire, eh bien ce sera pourtant le cas. Les sœurs de Saint-Laurent-de-Maroni arrivent à récupérer toutes les reléguées, contre l'avis du camp, mais ils n'ont pas le choix, l'Église ayant une place importante au sein de ces colonies pénitentiaires. Et ces femmes bagnardes sont donc maintenant enfermées sous le joug de l'Église et de ses sœurs. Elles ne pourront plus maintenant que faire des lessives, faire du champ et s'occuper de l'édifice de l'Église. Les sœurs parviennent même à convertir certaines d'entre elles. En 1890, 2 reléguées protestantes acceptent ainsi de se convertir au catholicisme et abjurent leurs erreurs devant leurs compagnes. De nombreux cas de conversion et de baptême de relégués sont répertoriés par les sœurs. La foi et le recours à la religion semblent effectivement une solution un peu revigorante pour ces femmes au sein d'une existence où il ne leur reste guère d'autres réconforts. Le problème, c'est qu'on est bien loin de l'ordre établi et de ce que désiraient les législateurs. Souvenez-vous, ils voulaient avant tout coloniser et transformer ces zones pénitentiaires en véritables colonies. Sauf que là, nous parlons d'église et nous parlons de femmes. Et surtout, nous parlons de chasteté et de vie pieuse. C'est bien loin de tout ce que le gouvernement avait espéré. Les reléguées de Saint-Laurent ne sont absolument pas dans le cadre de la loi fixée et ne sont pas logées à la même enseigne que les relégués hommes de Saint-Jean. En effet, elles sont dans un régime d'internement calqué sur les règles monacales de l'ordre des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, alors qu'à l'origine, elles auraient dû bénéficier de cases collectives de 40 places chacune où la surveillance n'est pas assurée la nuit. Tout comme les hommes au sein de ces chambrées, elles auraient pu normalement s'adonner à des loisirs ou même créer des activités lucratives. À Saint-Jean, chaque case comporte ainsi un rade, c'est-à-dire une échoppe tenue par un relégué qui y vend de l'alcool ou des denrées rares comme le tabac. La nuit est ainsi souvent prétexte à des parties de Marseillaise, un célèbre jeu de cartes, qui égaye un peu le quotidien des forçats. Mais ce n'est rien de comparable à ce que vivent les femmes, qui sont en constance surveillées par les sœurs, jusque dans leur intimité. Elles n'ont aucun moment de répit. Si l'on suit ce qui est dit dans les archives, la différence ne s'arrête pas là, car en effet, les relégués de Saint-Laurent pratiquent la couture, atelier pouvant contenir 150 ouvrières, pour un salaire de 50 centimes par jour. Mais sur cette somme, seuls 20 centimes leur est reversé. On parle de pécule disponible. Et 20 centimes sera placé et remis seulement si la reléguée passe en catégorie reléguée individuelle. Autant dire, pratiquement jamais. Cela pourrait s'apparenter à de la prostitution religieuse, ces femmes étant coincées à rembourser des frais qui ne cessent d'augmenter sans jamais pouvoir s'échapper. Le problème, c'est que gagner cet argent ne leur servait en plus à rien, car elles avaient ordre de ne pouvoir le dépenser qu'à la cantine de Saint-Laurent-de-Maroni, ce qui fait que les femmes ne pouvaient absolument jamais se servir de leur argent. Contrairement aux hommes qui, eux, pouvaient librement vaquer à certaines occupations et acheter quelques denrées alimentaires, des vêtements et même peut-être effectuer de nouveaux métiers grâce à ces placements de départ, comme boulanger ou encore cuisinier, infirmier ou porte-clés, c'est-à-dire auxiliaire de vie des surveillants. La monotonie de cette vie pèse sur les relégués. Seuls les dimanches sont des jours de repos où, si le temps le permet, après les corvées matinales, les relégués, tout habillés d'un uniforme bleu et sobre, ont droit à une promenade en dehors du dépôt, sous toujours la surveillance des sœurs. Défilant à travers Saint-Laurent, c'est le plus souvent à l'occasion de ces promenades qu'un forçat concessionnaire peut repérer l'une d'entre elles et ensuite établir une demande en mariage auprès de la sœur supérieure.
Beaucoup de ces femmes tentent alors de s'échapper car il n'y a au final qu'une simple barricade de bois à passer pour quitter ce désastreux couvent. Malheureusement, ces femmes n'ont ni vie ni argent, elles ne peuvent rien faire et les 3/4 du temps, elles sont ou retrouvées mortes dans un caniveau ou récupérées par la police et ramenées au sein même du couvent où elles vont subir les pires sévices et être placées en cellules, parfois de façon définitive par les sœurs. Certaines des reléguées auront droit au cachot pendant 3 jours et 3 nuits, au pain et à l'eau, et certaines auront même une punition beaucoup plus sévère, car effectivement, elles alterneront 2 jours sur 3 cellules et mises en place à l'office, et elles ne pourront plus faire que ça tout le reste de leur vie. La sœur supérieure affirme également au procureur qu'elle possède des pouvoirs en matière disciplinaire et qu'elle peut infliger jusqu'à 4 nuits de prison. Pourtant, le règlement du 25 septembre 1890 indique que les punitions ne peuvent être décidées que par une commission disciplinaire présidée par le commandant du dépôt de Saint-Laurent. La sœur supérieure dispose seulement de la faculté d'assister aux sessions de cette commission, mais n'a absolument aucun droit en matière disciplinaire. Encore une violation des lois sur la relégation des femmes, et en plus de ça, infligée par des femmes sur des femmes. Malheureusement, ce n'est pas tout, car de terribles fléaux s'abattent sur le couvent, et les fièvres bileuses s'enchaînent. Pour une fois, les sœurs font acte de bonté et de charité, et elles vont soigner tant bien que mal leurs différentes petites reléguées. Elles vont leur donner même des œufs, du rhum et quelques médicaments. Et d'ailleurs, heureusement, car l'organisation pénitentiaire se repose seule sur les sœurs, et ne fera rien pour aider ces femmes qui ont pourtant été envoyées par leur loi au sein de ce couvent. Par contre, en 1900, une épidémie de grippe sévit à Saint-Laurent et 93 reléguées sont atteintes. Les sœurs sont à nouveau littéralement débordées par la situation sanitaire du dépôt. Face à cette situation, le directeur de l'administration pénitentiaire consentira à un acte d'humanité et fournira médicaments et vivres nécessaires face à l'épidémie. Malheureusement, la situation sanitaire s'aggrave de jour en jour et les relégués sont régulièrement victimes de fièvre jaune, de dysenterie, de paludisme qui s'abattent régulièrement sur la région de Maroni. On sait qu'en 1887, au 31 décembre 1903, la Guyane reçoit près de 499 relégués et sur ce nombre, près de 267 vont décéder dans la colonie, soit 53% de l'effectif total. Le taux de mortalité annuel s'élève ainsi à 8,46% de l'effectif. C'est énorme. Pour ces femmes, l'enfer du couvent est tel que seules 3 issues s'imposent à elles. Rester au couvent, mais en relégation collective, mieux loties puisque sous l'égide complète des sœurs, notamment pour les soins et la nourriture, le mariage avec un transporté ou relégué, et enfin, l'évasion. L'envoi des femmes à cet endroit avait vraiment pour but de créer des mariages et de fonder des familles. C'était même écrit dans les textes de loi. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi tout cela n'a pas fonctionné? À la suite de la première demande de mariage adressée par un relégué collectif en 1889, et devant l'absence de règlement déterminant les conditions dans lesquelles les relégués peuvent se marier, le ministre des colonies décide de limiter le droit au mariage aux seuls relégués individuels. Les relégués collectifs, pourtant les plus nombreux en Guyane, ne peuvent donc pas se marier et aucun d'entre eux ne peut fonder de famille à Saint-Jean. Du côté des femmes, ces mariages ne sont de toute façon pas l'Eldorado. Vendus comme relégués, la plupart du temps, ces mariages finissent comme de la maltraitance, voire même de la violence conjugale. Les relégués vont donc passer de la domination des sœurs à la domination de leur mari, et vice-versa, car certaines sont tellement apeurées qu'elles attendent la moindre occasion pour retourner au couvent, demandant l'asile aux sœurs. En 1905, date à laquelle le ministère des colonies décide de ne plus envoyer de relégués femmes en Guyane, le nombre de mariages pénaux s'élève tout juste à 103, et les épouses sont toutes en moyenne âgées de 40 à 50 ans, bien trop tard pour avoir des enfants. Au début de l'année 1904, face au taux de mortalité très important rencontré chez les relégués en 1902 et en 1903, le directeur de l'administration pénitentiaire propose au gouverneur de rendre la relégation des femmes facultative comme pour les transporter. Ému par le sort de ces femmes, le ministre des colonies se range à son avis et abolit au mois d'octobre 1905 la relégation pour les femmes. De son côté, la garde des Sceaux souligne l'échec total
de ces créations de familles au sein de Cayenne et de la Guyane. Et d'ailleurs, elle dira même que cela n'a pas produit d'effet heureux, ainsi que sa disproportion au vu du sort des transportés. De plus, l'envoi des relégués en Guyane est devenu totalement marginal. 18 à peine y sont envoyés en 1903 et seulement 7 en 1904. Il est peut-être temps de stopper tout ceci. Seulement, il faudra toutefois attendre 1907 pour que la relégation des femmes soit enfin abolie totalement grâce à la loi du 19 juillet 1907. Dorénavant, l'article 6 de la loi du 27 mai 1885, je lis pour être sûr de vous donner l'information exacte, stipule que la relégation n'est plus applicable aux femmes ni aux individus qui seraient âgés de plus de 60 ans ou de moins de 20 ans à l'expiration de leur peine. Cette loi permet de ne plus envoyer de relégués en Guyane et son application autorise rétroactivement celles présentes dans la colonie à pouvoir rentrer en métropole. Une libération complète. Et au mois de septembre 1907, la garde des Sceaux ordonne donc la mise en liberté immédiate de toutes les reléguées internées au dépôt de Saint-Laurent et donc au couvent. Mais, malheureusement, le directeur de l'administration pénitentiaire, craignant pour la sécurité publique de la colonie, parvient à obtenir du ministre des colonies une suspension de ce décret, la loi du 19 juillet 1907. De ce fait, le ministre des colonies n'autorise pas la libération effective et ne permet le retour qu'à celles qui ont un moyen de couvrir les frais rapidement, c'est-à-dire pratiquement aucune. En parallèle, toutes les femmes condamnées à la relégation en métropole sont désormais libres et sont seulement astreintes à une interdiction de séjour de 20 ans. Celles encore internées en Guyane doivent donc attendre la véritable abolition de la relégation qui n'intervient qu'avec la loi du 8 août 1913 et qui rend enfin applicable aux colonies la loi du 19 juillet 1907. Le ministre des colonies s'empresse alors de révéler à ces dernières reléguées que bien sûr elles peuvent quitter immédiatement le territoire, mais encore une fois, si elles ont le moyen de couvrir les frais de déplacement. Au mois de mars 1914, toutes les reléguées animées d'une joie délirante quittent le couvent et partent s'installer à Saint-Laurent. Il reste 73 femmes encore soumises à la relégation, mais seulement 11 possèdent les fonds nécessaires pour payer leurs frais de passage. Les autres doivent donc rester dans la colonie, où la plupart, trop âgées, sans emploi et interdites de séjour à Cayenne, ne tardent pas à réintégrer rapidement le dépôt. Après sa fermeture, le dépôt est transformé en asile, géré toujours par les sœurs, qui auront même quelques relégués qui décideront d'y rester car elles n'ont ni argent ni nulle part où aller. Et ce jusqu'en 1923, date à laquelle on ordonnera la suppression définitive des œuvres des sœurs de Saint-Laurent, et donc la fermeture totale et définitive de ces établissements. Pour conclure, la dernière bagnarde fut Marie Barthète. Elle y est envoyée à l'âge de 25 ans en 1888 et y mourut en 1933 à 70 ans, faute d'argent pour payer son voyage de retour. Une triste vie passée à errer sans réel but, dans l'attente de jours meilleurs qui n'arriveront finalement jamais. Pour ceux qui désireraient un peu plus d'informations, je vous invite à lire le triste livre sur sa vie, La dernière bagnarde, de Bernadette Pécassou-Camébrac, aux éditions Flammarion. Je vous mettrai un lien en description. C'est ainsi que se conclut ce triste épisode sur la vie terrible de ces femmes bagnardes. Comment pouvons-nous imaginer aujourd'hui en 2021 que ce genre de destin cruel puisse arriver? Et pourtant, au sein de certains pays, qu'ils soient développés ou non, ce genre de destin cruel arrive encore et toujours aux femmes. Il est temps que cela cesse. Chacun d'entre nous pourrait, à son échelle, développer un message et empêcher que de telles choses se reproduisent. Cela ne doit plus arriver. C'était la fin de cette émission et quant à moi, il est temps de vous retrouver au sein de prochaines recherches. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans un prochain JTR. Près de 394 déportés ainsi que 7 déportés de 60 à 70 réclusionnaires furent donc envoyés en Guyane à partir de 1853 jusqu'en 1881. Là, elles étaient confiées à la garde des sœurs de l'œuvre de Saint-Joseph de Cluny et maintenues dans un dépôt surnommé le Couvent.
De 1887 à 1903, seulement 3 reléguées parviendront à s'échapper et ne seront jamais reprises.